Bonjour et bienvenue au premier épisode du 3 juillet de la TVC L'été. Je me présente, Delphine Dufour, et je serai votre animatrice pour cet été. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au domaine Siam pour assister au Ultra Trail Siam, assister à l'investiture de Pascal Bérubé et plus encore. Mais nous allons commencer par l'entrevue que Simon Bérubé nous a accordée sur ses futurs plans pour améliorer un bâtiment patrimonial pour accommoder son entreprise. Nous sommes présentement devant les anciens locaux de l'entreprise Normand Turcotte et Frères de Saint-Noël. J'ai la chance d'aller voir le nouveau propriétaire des lieux, l'artiste entrepreneur Simon Bérubé, qui a un projet bien spécial pour ce bâtiment patrimonial. Bonjour Simon, merci de nous accueillir. Bonjour, merci à vous autres de vous être déplacés. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Simon Bérubé. Je suis un artiste visuel originaire de Saint-Moïse. Maintenant, je suis connu aussi sous le nom de Bérubé, artiste forestier. Bérubé avec un Y. Je suis un artiste visuel. Je fais des peintures comme celle que vous voyez derrière ici. J'ai une carrière où j'expose dans des galeries. Là, c'est ça, là, je fais un peu tout le travail d'artiste visuel. Je suis aussi un entrepreneur. Quelle était votre motivation pour acheter ce bâtiment patrimonial? J'en avais plusieurs. Je dirais, la première, c'est que j'aime bien les bâtiments patrimoniaux, les vieilles maisons, tout ça. Mais j'avais aussi un besoin d'avoir un lieu de création plus professionnel. Quand j'ai commencé mon projet artistique, qui consiste, dans le fond, à créer un dialogue entre l'art et la nature en fabriquant mes propres canevas de bois. J'ai commencé mon projet tout petit là, dans mon garage, puis tout ça, mais je n'étais pas bien installé. Là. Travailler le bois, n'importe qui ça fait de la poussière, du bruit, tout le monde qui en a déjà fait. Là. D'avoir un vrai lieu dédié à ça, c'est vraiment bien. Puis j'ai eu l'opportunité de racheter ce bâtiment-là ici, qui était déjà un ébénisterie à la base, là, super bien équipé. C'est un bâtiment commercial, il y a les souffleurs, les planeurs, tous les équipements que j'avais besoin. Là, Fait que j'ai saisi cette opportunité-là. Le projet commercial là, que j'ai développé, c'est venu un peu après. Au début, c'était vraiment pour ma production artistique. Ça dérange pas trop les voisins? Non, j'ai un très bon voisinage. Je dirais même que les voisins, je pense qu'ils apprécient que le bâtiment reprenne vie. Puis, je fais attention aussi, là, mais non, à date, là, j'ai vraiment aucun problème de voisinage. Là, ça se passe bien. Quels ont été les travaux nécessaires pour adapter le bâtiment à votre entreprise? Dans le fond, les travaux, ça a été en premier lieu de prendre possession puis de faire un bon ménage, parce que les ateliers Normand Turcotte, dans le fond, c'était une entreprise qui était en activité de 1950 jusqu'à 2010. Il y a eu Normand, avant lui, Raoul qui a fondé l'entreprise, puis il accumulait il y avait beaucoup d'inventaire, il y avait toutes sortes de choses qu'il avait gardées, des pièces, des outils que j'avais plus besoin. Il y avait beaucoup de choses, fait que j'en ai eu pour presque un an à faire le ménage, juste pour m'installer, puis après ça, rentrer mes équipements, commencer à installer mes postes de travail. Ça n'a pas nécessité des gros investissements, mais là, je suis rendu au moment, justement, de lancer mes propres produits commerciaux, qui sont des prolongations, comme Créago, là, qui est une prolongation de mon projet artistique. Puis ça, ça demande, je viens d'avoir des investissements, je vais investir presque 600 000 là, ici là, en équipement, là, puis en divers outils. Là. C'est quand même beaucoup. Vous avez lancé votre marque Bérubé. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous produisez? Dans le fond, Bérubé, comme je l'expliquais dans ta question précédente, c'est mon nom d'artiste. Puis l'idée derrière ça, c'était que de faire, ma démarche artistique, c'est une démarche d'éco-responsabilité. Dans le fond, là, les canevas, j'utilise du bois, principalement du cèdre, qui est non conforme pour l'industrie forestière parce qu'il y a des courbes, des nœuds, toutes sortes d'imperfections là, pour les matériaux de construction que moi, je valorise artistiquement. Puis la marque, ça incarne un peu cette démarche artistique-là, mais avec l'idée de le rendre accessible à tout le monde. Fait que, dans le fond, avec une promesse de dire que tout le monde peut être créatif. Puis la marque Bérubé, c'est évidemment les canevas en bois, sauf que, mais plus que ça, la peinture, les pinceaux, tout autre objet connexe là, qu'on peut avoir besoin. Puis aussi, d'un côté, j'ai structuré ça avec deux gammes de produits. Une, que c'est Créago, pour les loisirs créatifs, justement.
qu'on va parler un petit peu plus tard. Puis, de l'autre côté, j'ai une autre gamme que je veux développer aussi, qui est comme j'ai appelé Signature Boréale, que c'est des œuvres d'art terminées comme ça, mais aussi des objets d'art déco utilitaires, comme des échelles de croissance, tout ça, mais toujours avec l'idée d'avoir comme matière première le bois, tu sais, qui a des formes irrégulières, là. Vous avez parlé de cèdres non conformes. Est-ce que c'est plutôt locaux ou vous exportez d'extérieur? Non, j'essaie vraiment de m'approvisionner le plus localement possible. Je suis quelqu'un de très régionaliste là, dans mon approche entrepreneuriale. C'est soit des producteurs locaux avec qui j'ai des ententes là, que quand ils font des travaux forestiers, ils mettent de côté, dans le fond, le cèdre qui justement qui se ferait coller. C'est ça le terme là, dans l'industrie forestière, parce qu'ils ne pourraient pas être ici en usine pour faire du 2x4, entre autres. Qu'eux autres, ils me mettent ça de côté. Quand ils en ont une quantité correcte, là, quelques cordes, là, ben, là, ils m'appellent, puis je fais livrer ça ici, puis là, je le transforme, je fais venir un moulin à scie portatif, des choses comme ça. Ou sinon, je m'approvisionne j'ai créé des partenariats avec d'autres usines qui existent déjà. Entre autres, là, cèdre JD Sirois là, à Métis. Puis lui, ben, c'est un peu la même logique, c'est juste que quand il achète une vanne de cèdre, ben, il y a toujours un 20 qu'il ne peut pas utiliser parce qu'il n'est pas conforme. Dans le fond, il met de côté qu'est-ce qu'il peut utiliser dans mes produits. Puis, mais sinon, son autre alternative, c'était de transformer ça en biomasse forestière. Fait que moi, je viens comme un peu, avec mon projet, je viens me positionner comme une entreprise complémentaire où j'amène une meilleure valorisation de la ressource, parce qu'avec un débouché de niche qui est les débouchés artistiques ou créatifs, on va dire. Fait que pour lui, c'est intéressant parce qu'il y a un meilleur prix pour son cèdre déclassé. Puis moi, ben, c'est intéressant parce que j'ai ma matière première à faible coût. Où avez-vous pris votre inspiration? Ben, mon inspiration, je l'ai pris. Le parallèle que je fais souvent, c'est avec l'entrepreneur Ricardo Larrivé, avec sa marque Ricardo, que pas mal tout le monde connaît. L'idée de Ricardo, quand on la regarde d'un point de vue global, c'est de faire la promesse que tout le monde peut cuisiner. T'sais. Fait que Ricardo, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert de sa crédibilité et sa notoriété comme artiste cuisinier. Puis il a créé une marque qui s'appelle Ricardo. Puis maintenant, il offre tout ce que les gens ont besoin pour cuisiner. Fait que les idées avec des recettes, des ingrédients, les outils. Puis après ça, il dit, ben, tout le monde peut faire un bœuf bourguignon, même si tu n'as jamais cuisiné. Tu suis mes étapes, tu vas réussir. Ben, moi, avec Bérubé, c'est un peu la même idée, mais orienté avec tout ce qui est créatif, loisir créatif, mais avec l'éco-responsabilité aussi derrière. Là, fait que c'est un peu ça, là, l'inspiration principale. Mais j'ai aussi tout mon bagage entrepreneurial. J'ai étudié, j'ai fait un certificat à l'université en entrepreneuriat, gestion de PME. J'ai quand même eu d'autres entreprises avant. Fait que c'est un peu tout ça mélangé dans mon intérêt pour les arts, puis le développement local, le bois. Fait que j'ai essayé vraiment d'arriver avec un projet le plus authentique possible. Puis je pense que ça, c'est un peu la clé dans l'entrepreneuriat en général, là, d'avoir des projets qui nous allument vraiment, comme ça, quand ça va pas bien, ben, tu persévères, puis tu continues. Fait que c'est vraiment ça. Si je comprends bien, vous faisiez très attention à la planète. Ben oui, j'essaie de faire de mon mieux, justement. Comme je disais, personnellement, je le fais dans ma démarche artistique, mais je veux que la marque, elle incarne ces valeurs-là. Je pense que, justement, avec les formations que j'ai eues, tout ça, j'ai compris que d'avoir une marque, c'est comme un véhicule aussi. Les gens s'identifient à des marques, aux valeurs que ces marques-là portent, puis l'éco-responsabilité, ben, c'est vraiment comme une marque, une valeur fondamentale avec mon entreprise, là. Ça, la créativité aussi, mais le respect, mais de l'environnement, oui, mais de la société aussi. Parce que Créago, là, il y a un peu une volet social quand même important. Puis même avec ma pratique artistique, je collabore souvent à toutes sortes d'événements à portée sociale, des campagnes de financement, des choses comme ça pour des organismes. Là. Fait que, quand la créativité elle peut avoir un sens, ça rend ça vraiment plus intéressant. Vous n'êtes sûrement pas seul pour faire tout ça. Avez-vous eu à engager des employés? Pour l'instant, j'ai stratégiquement choisi de ne pas engager d'employés parce que c'est une entreprise en démarrage. Les entreprises en démarrage, puis c'est un projet quand même d'envergure. Fait que j'ai segmenté mon projet en différentes phases. Puis là, dans le fond, pour éviter de dépenser beaucoup d'argent puis de diluer mon temps précieux d'entrepreneur en gestion administrative, des choses comme ça, je sous-traite une partie de ma production. Je le mentionnais tantôt là, avec Cèdre JD Sirois, finalement, là, qui lui fait la première étape de transformation de mes produits. Après ça, j'ai une autre entreprise, Rabot des Bois, là, à Pointe-au-Père ou Luseville, je ne me rappelle jamais lequel des deux. Là,
qui fait la deuxième transformation. Puis moi, je me concentre vraiment sur le côté créatif, tu sais, de prendre les planches que les autres font, puis de rajouter, de faire toute la valorisation artistique, puis la mise en marché. Mais ça, c'est sûr que c'est dans mes plans dès que possible, ou sûr que le projet est au début de sa vie, là, on va dire, là, mais quand que je vais commencer à avoir vraiment plus de volume, puis que je vais avoir prouvé la rentabilité de ce que je fais, d'un point de vue strictement comptable, on va dire, entrepreneurial, ben, là, je vais commencer à engager des gens puis de ramener la production dans mon lieu ici. C'est un ancien atelier d'ébénisterie, fait que c'est vraiment ça la vision, là, de refaire revivre le bâtiment puis de tout gérer ma production à l'interne. Mais là, pour l'instant, j'ai décidé quitte à faire un peu moins de profit, mais d'aller chercher une validation. La validation, la meilleure, ben, c'est des ventes. Fait que là, quand je vais avoir assez de ventes, ben, je vais commencer à engager pour juste ramener les étapes de production à l'interne. Puis c'est ça le plan là, pour l'instant. Le projet a dû coûter cher. Avez-vous des partenaires ou reçu de l'aide financière dans ce projet? Oui, ben j'ai reçu de l'aide financière, mais de l'aide de toutes sortes de gens autour de moi aussi. Là, même si, là, je me cherche des associés actuellement, mais j'ai reçu de l'aide de tout mon entourage, là, plein de gens, mais de différents organismes aussi, tous les organismes locaux, la MRC, la SADC, tout ça. Mais là, les partenaires majeurs dans l'investissement que j'ai cité tantôt là, pour acheter les équipements, le premier, c'est Investissement Québec. J'ai le Développement économique Canada aussi. Puis c'est ça, là, dans le fond, eux, sans leur rapport financier, je n'aurais pas pu faire le projet dans sa forme actuelle. Là, l'investissement que je fais présentement, il va servir à des équipements structurants, entre autres une fournaise à biomasse. Fait que là, on en revient un peu avec l'éco-responsabilité aussi. Ça va me permettre de tout transformer mes déchets en énergie, de m'approvisionner localement avec du bois aussi. Fait que oui, là, c'est à peu près tout le réseau entrepreneurial, là, avec tous les organismes qui ont contribué là, de près ou de loin. Même ceux qui n'ont pas contribué financièrement, ils m'ont accompagné en conseil, puis ont aidé à maturer mon projet là, pour qu'il prenne la forme qu'on connaît aujourd'hui. Là. En quoi votre métier de peintre a contribué à créer cette entreprise? Bien, c'est une contribution, je te dirais, directe parce que les deux gammes de produits que je parlais tantôt, Créago, qui est tous des ensembles de clés en main de loisirs créatifs, puis Signature Boréale, qui sont les objets finis, c'est une prolongation de ma démarche artistique. C'est juste que comme artiste visuel, je crée des peintures comme celle qui est derrière nous, mais ça s'adresse à un public de niche qui est en galerie d'art. C'est pas accessible à tout le monde non plus. C'est des produits qui se vendent assez cher en général. Puis moi, même avant d'étudier en dessin, j'ai étudié aussi en travail social. Puis, j'ai toujours eu le désir trouver une façon de rendre la créativité accessible à tous, puis d'en faire un levier pour créer des activités qui ont une portée sociale, structurante. Fait qu'avec, je te dirais, ma carrière d'artiste peintre, c'est l'inspiration principale. Mais maintenant, là, je suis content parce que j'ai pu aller plus loin encore là, avec les produits que j'ai créés, entre autres Créago. Là, ça, c'est vraiment le fun. Là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme. Puis, le slogan, pour que les gens comprennent, c'est que ce que je dis, c'est qu'on crée du beau pour faire du bien. Fait que l'activité créative devient comme un fil conducteur pour créer des activités comme, entre autres, dans les résidences de personnes âgées, leur permettre de se rassembler pour créer, mais après ça, de partager leur création en faisant des dons à des organismes. Ou l'exemple concret de ça, c'est peut-être un projet pilote que j'ai fait avec une des résidences. Ils ont fait l'activité créative, leur canevas représentait un petit animal cute. Là. Ben là, le Créago, on ne l'a pas expliqué, mais c'est des petites planches, dans le fond, en cèdre, comme ça, que le sujet est prémarqué dessus. Moi, j'offre toute la pédagogie pour faire l'activité. Fait qu'il y a des étapes une par une. Je fournis la peinture, les pinceaux, tout ce qu'il y a besoin. Fait que dans mon exemple de résidence de personnes âgées, l'illustration, c'était une illustration pour des enfants en bas âge, pour une chambre d'enfants. Ils ont fait l'activité, puis après ça, les œuvres ont été données à une maison des naissances, puis il y a eu un maillage de fait entre les personnes âgées, puis des jeunes familles. Fait que là, les personnes âgées, bien évidemment, ils se sentaient très valorisés là-dedans. Ça brisait l'isolement. Puis non, c'était vraiment un succès. Là. Fait que c'est un peu ça, une illustration concrète de faire du beau pour créer du bien. Là. C'est un peu ça la vision là, derrière ma marque et tout ça. Et pour terminer, avez-vous un message à lancer à la population? Comme je l'expliquais, le projet est vraiment au début.
Fait que là, présentement, je suis à une étape où j'ai mis en place toute ma chaîne de production. Je suis prêt à faire mes produits. Mais là, j'ai besoin d'aller. J'ai le désir de valider un peu tout ce que j'ai créé en ayant des projets pilotes. Fait que la population, ce que je leur dis, c'est que on cherche des partenaires à Bérubé pour tester notre solution Créago. Fait que je parlais de résidence de personnes âgées, mais tout ce qui est institutionnel, entreprise, dans le fond, ça répond pour des activités de consolidation d'équipe. Tout ce qui est bien-être, wellness, des activités qui permettent de décrocher du numérique ou de se concentrer dans quelque chose de très matériel, sensoriel. Ça peut être dans des écoles, des camps de jour, une clientèle assez vaste. Même les professionnels, j'adapte, je personnalise la formule pour vraiment répondre aux objectifs des organisations. Mais c'est vraiment, ça s'adresse pour l'instant principalement aux entreprises ou aux institutions. Plus tard, je pourrais faire de la vente peut-être directement avec les gens. Là. Mais là, c'est vraiment par des projets avec des entreprises ou des organisations. Là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Ça va me faire plaisir de faire des projets pilotes avec eux puis de voir comment je peux les aider là, à rendre leur gang plus heureuse ou permettre de répondre à un besoin là, qui est peut-être plus social, comme je l'expliquais tantôt. Bon, merci de nous avoir accordé de votre temps. Ça me fait plaisir. Puis, écoute, merci à vous autres là, de vous être intéressés à mon projet puis de donner de la visibilité à mon travail. C'est vraiment apprécié. Nous sommes présentement le 25 juin à la Captive où se passe l'investiture de Pascal Bérubé. J'ai eu la chance d'aller lui parler et de l'interviewer un peu. Nous sommes accompagnés de Pascal Bérubé. Bonjour, ça va? Oui, j'ai 2 questions. C'est quoi votre stratégie pour être élu? C'est pas une stratégie, c'est une constance. C'est être un bon député pendant 4 ans quand ça compte. Le reste, les gens choisissent la meilleure personne pour les représenter. Donc, il n'y a pas de stratégie. Il y a beaucoup de conviction et il y a beaucoup de cœur. La deuxième, êtes-vous confiant d'être élu une nouvelle fois? On ne peut jamais être sûr. Est-ce que je vais travailler pour que ça arrive? Et là, déjà, ça part bien. On a une salle compte du CM Quiz ce soir. Alors, on ne peut rien garantir, mais je peux garantir que je vais continuer de travailler pendant toute la campagne, parler de ce que j'ai fait, parler de ce que je veux faire également. Et je pense que le Parti québécois a le vent dans les voiles, donc les gens ont envie de changer de gouvernement. Et je pense qu'on a des bonnes chances d'avoir un nouveau gouvernement cet automne. J'aimerais ça y participer. Et je pense que la Matapédia aussi. Merci. Et maintenant, passons à son discours. Chers amis, merci pour vos bons mots. Si vous saviez comment ça me touche beaucoup de me retrouver avec ma famille politique pour un événement important pour notre cause. Et ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du nous. Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. Et Gaston Miron visait dans le 1000. C'est pour ça que je fais de la politique. D'abord pour ma région, dont je suis tellement fier, mais aussi pour le pays du Québec. Et si c'était seulement de cette région, le pays serait fait depuis 1995. Et je salue Daniel Doyer, qui est là-bas, qui a obtenu plus de 60 % des voix dans Matapédia en 1995. Alors, le pays, il existe déjà en nous. On a les pieds dessus. On y travaille, on y croit. On pensait que c'était improbable, on pensait que c'était terminé. On s'est moqué de nous à l'Assemblée nationale. Arrêtez, ça ne donne rien. Et on a résisté. Et voici en quelques instants ce qui s'est passé depuis 2022. D'abord, le soir d'élection, on m'envoie les médias nationaux et on nous dit « M. Bérubé, on aimerait vous suivre toute la journée, vous êtes le dernier des péquistes. Après vous, c'est terminé. » 3 projets de documentaires refusés avant l'élection de 2022. Je n'ai jamais dit ça, mais là, je le dis. Suivez-moi parce que je vois vite. J'avais intérêt à courir. Et là, on fait campagne avec un nouveau chef. Et le soir de l'élection, on est réunis à Matane avec les militants. Et là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Et là, du golfe Saint-Laurent arrive un signal positif.
Le député des Îles-de-la-Madeleine, tel une vigie dans le golfe Saint-Laurent, est élu, Joël Arsenault. On sera 2. Et un peu plus tard dans la soirée, et Annie Soleil le raconte mieux que moi, mais de toute façon, c'était une scène magnifique. On était tristes, mais on était là. Et là, Annie Soleil arrive un peu en pleurant, en disant « Paul est élu, Paul est élu! » Et de l'est de Montréal arrive le signal de l'élection de notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon. On sera donc 3, comme les mousquetaires. Et au lendemain de l'élection, on nous regarde de haut, puis on nous dit « Vous n'aurez presque pas de moyens pour travailler à l'Assemblée nationale. » Effectivement, ils ont tenu parole. À peu près aucun moyen. Mais c'est pas grave, on a du cœur, puis on a de l'énergie, puis on est animé par l'esprit des premiers militants du Parti québécois. Ça va être moins organisé, ça va être plus organique. Ça va être plus spontané. Regardez-nous aller, ça va venir du cœur. Première étape, le serment à la reine qui est devenu le serment au roi. Et là, Paul regarde ça, puis nous, on regarde ça, puis on se dit, mais si on n'y croit pas, pourquoi on le ferait? On ne le fait pas. Et on décide, premier geste, c'est de ne pas poser le geste, de ne pas prêter serment à une monarchie étrangère qui, de Londres, déciderait d'un mandat qui a été donné par la population de ce comté, jamais. Alors, on décide qu'on ne fait pas le serment. Premier geste de loyauté à l'égard de la population de la circonscription qui m'a élu, puis à l'égard du peuple du Québec. Alors là, on n'entre pas. Et là, on se fait dire par les députés libéraux, je ne suis pas surpris, et par les députés de la CAQ et de Québec solidaire, bien là, vous devriez rentrer parce que nous, on est en dedans et on travaille. On est assis puis on travaille. On est 122 qui sont assis puis on travaille, tandis que vous autres, on sait bien, les péquistes, vous êtes des idéalistes. Alors oui, alors vous êtes 122 qui est assis. Oui? Bien, ça implique qu'il y en a 3 qui sont debout. Et ça allait donner le ton à l'action qu'on allait mener, fiduciaire et héritier de la longue tradition des militants du Parti québécois, de la Fondation à aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai tant de respect pour les gens qui m'ont précédé, qu'ils soient des militants, qu'ils aient été des députés comme Daniel au Parti québécois. J'ai une pensée pour Léopold, à qui j'ai jasé il y a quelques jours, Léopold Marquis, pour René Canuel qui est ici, pour Christina qui est là. On a tous été engagés pour notre région d'abord, mais aussi très assumés pour l'indépendance du Québec. Ça donne un sens à la vie politique. Ce serait facile d'être le député d'une formation qui est là juste pour prendre le pouvoir, puis après tout prendre les moyens pour le garder. Ce n'est pas le destin du Québec. Et moi, je pense qu'on n'a pas choisi la voie la plus facile, mais la plus responsable. Celle qui fait en sorte de dire on est capable. On est capable de gérer l'ensemble de nos taxes et nos impôts. On est capable de signer toutes nos lois, tous nos traités internationaux. Pourquoi on serait la seule nation de la Terre, parce qu'il semblerait que même les fédéraux nous reconnaissent, qui ne serait pas capable de gérer ses affaires et de faire un pays? Moi, j'y crois. Il n'y a aucune nation qui est devenue un pays qui l'a regretté. Ça ne sera pas différent pour le Québec. Passer du statut de locataire à celui de propriétaire, il me semble que ça a un sens dans la vie d'un peuple. Il me semble que l'opportunité de redéfinir nos liens avec les Premières Nations, comme l'évêque l'a voulu en 85 avec la reconnaissance, ça a du sens. Il me semble que de choisir nous-mêmes nos alliances dans le monde, le traitement de nos impôts et nos priorités, ça a du sens. Bien sûr, on va nous dire, ce n'est pas le bon moment. Le premier ministre nous dit ça. Donc, le seul enjeu, c'est le moment, ce n'est pas le fond. Ce serait quand le bon moment pour un peuple de prendre sa destinée en main? C'est la question que je poserais si j'étais au débat des chefs. Les gens, c'est pas une priorité l'indépendance. Bien sûr, pour les gens qui bénéficient du système, oui, effectivement, si on est du régime fédéral. J'ai dit régime, vous pouvez me citer là-dessus. Alors, on en parle d'indépendance, puis on en parle de nos projets, puis on en parle de prendre soin des gens, puis de l'éducation, puis de la santé, puis des régions. On est capable de tout faire ça. On s'est donné une exigence supplémentaire et ça fait de nous ce qu'on est. Alors, on a fait d'autres choses aussi. On a écrit d'avance un budget d'un Québec indépendant, une politique en matière d'immigration, un livre bleu qui est en ligne, plus de 500 pages, qui répond à toutes les questions presque inimaginables sur le projet d'indépendance. On l'a fait envoyer aux membres. Puis on a fait un travail parlementaire qui a été remarqué, sensible pour les plus démunis, tout en étant ouvert à l'innovation et sensible à la création de la richesse aussi. Des fois, l'image que j'ai, c'est que je suis soit un médecin ou un infirmier dans une salle d'urgence qui essaie d'y aller par le triage à faire ce qu'il peut, à référer à des spécialistes, mais qui doit être là tant qu'il y a du monde. Et c'est un peu comme ça que je vois mon travail. Alors, j'aime beaucoup cette fonction. C'est un immense privilège. C'est le privilège de toute ma vie.
mais il faut que ça serve à quelque chose pour le monde. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des gens. Donc, on a fait plein de choses. D'abord parce que je sais que je représente des travailleurs d'usine, des agriculteurs, des forestiers, du monde en éducation, en santé, dans des shops, des nouveaux arrivants, des gens de toute origine, des gens de toute classe sociale. On représente tout le monde. Et on a été capable de réaliser plein de choses, puis j'en nomme quelques-unes. À Matane, le complexe aquatique, 19 millions, une des plus grosses subventions de l'histoire de la MRC de la Matanie. Il y a une usine allemande qui est arrivée, 240 emplois, une nouvelle école primaire, la couverture cellulaire qu'on a améliorée, un nouveau CPE dans la Matapédia, l'aide financière pour le complexe de Sébec qui a brûlé. J'étais là le lendemain, mais j'étais là le lendemain de l'annonce aussi qu'on a retrouvé l'argent. L'hôtel de ville d'Amqui, je vois la mairesse qui est là, qui a déjà remporté un prix. On travaille sur le maintien du bureau de la faune à cause abscale. On a modernisé le palais de justice. Notre circonscription, on a gagné cette bataille. La métisse devait être divisée en deux. Alors, on a fait en sorte de travailler à maintenir la métisse, puis mieux que ça, pour la première fois de l'histoire. La personne qui va être élue le 5 octobre prochain va porter un nouveau titre. Le ou la députée de Matane, Matapédia, Métis, cette erreur historique est maintenant réparée avec un projet de loi privé que j'ai déposé, qui a été adopté à l'unanimité. Alors, non seulement on sauve le comté, on garde la Métis unie et on va nommer dans les lieux de pouvoir quand ça compte le beau vocable historique de la Métis. Mais une fois que tout ça est dit, qu'est-ce que ça change pour le monde? Oui, il y a des annonces qui peuvent avoir un impact, mais ne jamais oublier qui on représente. Et je vous ai nommé toutes les personnes que je représente. Puis je sais que je suis un député qui représente des chasseurs et des pêcheurs et des gens qui ont choisi de venir faire leur retraite ici et des jeunes qui viennent ouvrir leurs entreprises. Mais qu'est-ce qu'ont en commun tout ce monde-là? Les gens en arrachent. L'augmentation du coût de la vie, de l'épicerie, du loyer, de l'essence, de la vie en général. Alors, une fois que j'ai dit ça, quel geste je pose pour montrer que c'est sérieux pour nous? Bien, figurez-vous que le gouvernement de la CAQ, qui avait des problèmes à maintenir ses députés heureux, durant la dernière législation, a eu des pressions à l'interne pour augmenter le salaire des députés qui provenaient des députés de la CAQ. Ils ont demandé au premier ministre, nous, on aimerait ça avoir une augmentation de salaire, puis le boss a dit oui. Alors, ils ont amené un projet de loi, puis ils nous ont appelés, ils ont dit, là, on arrive avec un projet de loi pour augmenter le salaire de 30 %. Embarquez-vous. Vous allez voir mes collègues. Vous avez entendu ça? On va voter contre votre projet de loi. Ah, vous allez voter contre, mais vous allez avoir l'augmentation pareil. Non, non, non. On vote contre le projet de loi, et on renonce à l'augmentation de salaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, puis ils ne nous croyaient pas? Bien, dans mon cas, pas l'argent de mon bureau, l'argent personnel, rien ne m'obligeait à le faire, puis je ne le dis pas pour me faire applaudir, quoique pour les autres affaires, vous pouvez m'applaudir, mais pour ça. Pour vous montrer que les travailleurs de la santé n'ont pas eu 30 %, les travailleurs de l'éducation n'ont pas eu 30 %, les gens dans le privé n'ont pas eu 30 %. Alors, la somme que ça représente pour moi, c'est 40 000 dans ce mandat. Je l'ai donné intégralement au dernier cent, au Centre d'action bénévole de la Matapédia, de la Matanie et de la Métis, pour accompagner les gens malades qui doivent se rendre à Québec, qui n'ont pas l'argent pour l'essence, l'hôtel et les repas, puis qui s'empêchent d'avoir des soins. C'est ça que j'ai fait avec cette somme-là. Je suis capable de regarder mes citoyens dans les yeux en disant « Je ne suis pas venu en politique pour l'argent, je suis venu en politique pour vous. » Et il arrive parfois des choses qu'on ne peut pas soupçonner, qui nous ébranlent, qui font en sorte de nous faire douter de certains éléments de la vie. Et cette semaine, j'ai vécu comme vous des événements qui sont arrivés à Montréal. Et chaque fois qu'arrive une tragédie, on dirait qu'on est sous le choc parce que c'est pas sans raison qu'on est à Amqui ce soir. Parce que le mandat a débuté avec un événement tragique qui s'est passé ici, pas tellement loin, au mois de mars 2023. Et on ne peut pas faire grand-chose face à ça. C'est une tragédie qui ébranle notre communauté, mais je me souviens très bien comment il fallait, nous les élus, Christina et moi, et Sylvie Blanchette qui est dans cette salle, fantastique mairesse d'Amqui, trouver les mots dans les circonstances pour réconforter, pour apaiser la grogne qui était là, parce qu'il aurait pu y avoir des débordements, pour faire en sorte de trouver un sens malgré la douleur et ne jamais oublier ce qui s'est passé. Et ça m'a marqué, après toutes ces années, comme je n'ai jamais été marqué, cette tragédie-là, on n'oublie pas. Je rencontrais quelqu'un qui était témoin de la scène, qui est juste là, qui me rappelait ça tout à l'heure, ce qui est arrivé. Alors, je veux à nouveau réitérer à toute la communauté de la Matapédia, à sa mairesse, à toutes les personnes qui ont vécu ça, que le député n'est pas prêt à ça, mais il peut être présent et essayer d'en tirer un sens à travers ses réflexions puis sa présence où il est là. Alors, on a vécu ça ici et ça me touche encore beaucoup d'avoir vécu ça. En terminant, je ne fais pas ça tout seul. L'élection, c'est le 5 octobre. On est le 25 juin. On va travailler du mieux qu'on peut. Aidez-nous. On ne prend rien pour acquis. Puis moi, je vais faire tout ce que je peux pour être utile à mon équipe et à ce que cette belle équipe-là, avec des députés dans Rivière-du-Loup,
Témiscouata-les-Basques et Rimouski entrent à l'Assemblée nationale très prochainement. Merci les amis, bonne soirée. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Seriez-vous capable de faire 100 km en moins de 20 heures? Le 27 juin, au domaine Siam à Val-Béliard, se trouvait la deuxième édition du Ultra Trail Siam. De nombreuses personnes se sont réunies pour essayer de battre le record du gagnant de l'année passée, Antoine Dupuis, avec un record de 10 heures, 19 minutes et 9 secondes. Il y en a aussi qui se sont réunis juste pour le fun, genre juste pour avoir du plaisir. Donc, nous allons aller sur les lieux pour aller voir. Je suis accompagnée de un des organisateurs de Ultra Trail Siam, Miguel Marcoux. Salut, enchanté, ça va bien? Oui, d'où vient l'idée du Ultra Trail Siam et pourquoi l'avoir créé? Dans le fond, ça vient de l'idée de faire découvrir les beaux territoires de la Matapédia, puis quoi de mieux que faire des courses de 100 km à travers tous nos beaux sentiers, nos beaux paysages. Fait que c'est vraiment une manière de faire découvrir la Matapédia. Qui sont les principaux organisateurs de l'événement? Principalement, on est deux, dans le fond. Il va y avoir moi et Marie-Pierre qui est sur le comité. Puis par la suite, on a vraiment une grosse équipe de bénévoles qui fait un énorme travail. Qui peut y participer? Tout le monde. C'est accessible à tous. On a un 5 km, un 15 km, un 25, un 50 et un 100. Fait que c'est accessible à tout le monde. Quel est le prix à gagner? Bien, dans le fond, pour le 100 km, on a une bourse de parcours. Fait que la personne qui va battre la bourse, elle remporte 1 000 $. Sinon, les autres distances, on va avoir des cartes cadeaux du Sport Expert qui est notre commanditaire avec des prix, des commandites dans ce genre-là. Et combien d'inscriptions avez-vous reçues cette année? Est-ce que c'était plus que l'année passée? Oui, techniquement, on a eu plus de 100 inscriptions de plus que l'année passée. Là, on est aux alentours de 260 environ. Là. D'accord, merci de m'avoir accordé du temps. Ça fait plaisir. Merci. D'où venez-vous? Allô, moi je viens d'Amkoui en fait. Pourquoi participez-vous au Ultra Trail Siam? En fait, c'est un bel événement. Là. C'est la deuxième édition qui a lieu ici. Puis, moi, je fais de la course en trail depuis déjà une couple d'années. Fait que je me disais que c'était une belle façon là, d'encourager un événement qui se passe chez nous. Quel parcours avez-vous fait puis pourquoi vous l'avez fait? J'ai fait le 25 km parce que, moi, 25 km, c'est dans mes parcours là, favoris, entre 20 et 30 km. Je trouve que c'est le fun, puis ça se planifie bien dans mes entraînements hebdomadaires. Fait que, dans le fond, je trouve qu'un parcours de 25 km, là, c'est vraiment satisfaisant, puis je viens chercher mon plein potentiel. Puis, dernière question, est-ce que vous êtes fiers de vous? Je suis très fière. En fait, j'avais un objectif de 3h30. J'ai fait 3h42. C'est un 25,80. Donc, je suis vraiment contente. Il y a été des montées qui ont été ardues, des descentes qui ont été un petit peu plus techniques que je pensais. Donc, ça vient permettre un peu là, de dire pourquoi que ça a été un petit peu plus long que je pensais. Mais ça a bien été. Puis, la température est là. Il fait super soleil. L'ambiance est là. Les coureurs ont été full le fun. Les bénévoles sur le parcours étaient full encourageants. Fait que c'était parfait comme événement. Merci. Merci à toi. Quel parcours avez-vous fait? J'ai fait le 25 km Siam aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des préparations avant de faire votre parcours?
Oui, oui, bien sûr. Dans le fond, ça fait quand même depuis la fin, ou un mois avant la fin de l'hiver, mars, j'ai commencé à faire des sorties dehors. Mais tout l'hiver, je m'entraînais déjà en salle. Je faisais une variété de sports. Puis ensuite, quand je suis sortie dehors, là, j'allais plus faire de la route, ensuite du sentier un petit peu quand que ça l'a séché. Là. C'était moins boiteux. Mais oui, la préparation a fait toute la différence. Fait que moi, ça fait quand même quelques mois que je me préparais pour ça. Est-ce que vous aviez un objectif et si oui, est-ce que vous l'avez atteint? Oh, mon objectif, moi, personnellement, j'avais pas d'objectif de temps puisque c'est la première fois que je faisais un 25, que c'est une course officielle de 25 km. Donc, moi, mon objectif était d'avoir du plaisir et de revenir, de la terminer n'étant pas épuisée ni blessée, donc d'être heureuse, puis d'avoir eu du fun. Puis voilà, c'est ça mon objectif. Je l'ai atteint parce que c'est ça, je me sens pas blessée. J'espère que demain, tout va bien aller, mais mon objectif est atteint. Merci. Merci à vous! Donc, nous accueillons le premier coureur du 100 km. Le numéro 6007, Antoine Dupuis. Félicitations. Je suis accompagnée de Antoine Dupuis qui vient de finir son 100 km. Puis en plus, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, je viens de participer au Ultra Trail Siam 100 km. Ça a super bien été. L'année passée, j'ai participé à la première édition. J'ai vraiment eu du fun. Cette année, j'ai été réinvité pour essayer de battre mon record de parcours et j'ai réussi. Donc, un gros merci à toute l'organisation de l'Ultra Trail Siam. On est reçu ici au domaine Siam. C'est vraiment une belle place. Donc, le domaine Siam est à Valbriand, à côté du lac Matapédia. Fait que c'est vraiment une super belle place. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine pour essayer de rebattre votre record? J'ai envie de dire oui, mais j'ai vraiment été bon cette année. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je vais être là l'année prochaine. Je vais être là pour essayer de battre mon record ou de faire de mon mieux comme cette année. That's it. Est-ce que vous avez fait un long trajet pour venir ici? Oui, en fait, moi, j'arrive de la Beauce. Fait que j'arrive de Notre-Dame-des-Pins en Beauce. Fait que c'était un petit peu moins que 5 heures de route. Mais ça vaut vraiment le détour. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Félicitations à Antoine Dupuis d'avoir battu son record pour le 100 km et à tous les participants et participantes sur les lieux. Je leur souhaite du bon repos après un tel parcours. J'ai déjà hâte à l'édition prochaine. Un nouvel événement sportif fera son arrivée cet été à Saint-Zénon-du-Lac-Amqui. Le Triamqui, un triathlon organisé autour du groupe Les Coureurs de l'Est, souhaite rendre cette discipline plus accessible aux gens de la région. Autant pour les sportifs habitués que pour ceux qui aimeraient relever un premier défi. Natation, vélo et course à pied seront donc au programme, dans une formule qui se veut rassembleuse et ouverte aux participants seuls, en équipe ou en famille. Notre journaliste Carl Blanchette s'est rendu à Lac-Amqui pour rencontrer les organisateurs de l'événement. Maxime, Lynn, merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui au camping au Lac-Amqui, au camping au Royaume du Campeur. Donc, avant de parler du Triamqui, pour vous nous expliquer un peu, c'est quoi les Coureurs de l'Est? Les Coureurs de l'Est, en fait, c'est un club sportif qui ont fondé le club, le Triamqui. Lynn, je peux peut-être te laisser plus développer. C'est un petit comité. On est parti avec 3 filles qui aimaient faire des triathlons. Donc moi, ça fait 22 triathlons que je fais. Puis les filles connaissaient moins ça. Ça fait qu'on s'est accompagnés, puis on s'est entraînés ensemble. Puis là, on a commencé à faire un petit club de triathlon. On est rendu une vingtaine qui communiquent puis qui s'échangent des rendez-vous d'entraînement. Fait qu'à partir de nos courants de l'Est, c'est là qu'on a décidé de peut-être partir un triathlon dans notre région. Donc, on peut dire que c'est plus un groupe informel un petit peu? Oui, présentement, c'est un peu ça, mais on se sert de ce groupe-là pour
notre événement le 12 juillet. Est-ce qu'il y avait un manque d'événements ou de un structures manque, pour les gens ici? En fait, comme Lynn l'a mentionné, les trois faisaient beaucoup de triathlon, puis ils se rendaient compte qu'il fallait souvent aller à l'extérieur pour faire des triathlons. Moi, personnellement, ce qui m'a incité au triathlon, c'est, je dirais, dans les années 2015-2016, mon premier triathlon était à Amqui, puis mon dernier était à Amqui. Donc, je trouve ça important de ramener ça dans la vallée parce que beaucoup de gens comme moi se mettent à ne pas, peut-être pas se déplacer autant, puis ne pas le faire, sauf si c'est régional. Exactement. À Amqui, ça a commencé en 2014. C'est là que moi, la piqûre, j'ai commencé à Amqui. Depuis ce temps-là que j'ai continué. Jusqu'en 2019, le dernier, malheureusement, la dernière édition. Puis comme Maxime dit, à l'extérieur, c'est à Pointe-Nougamook, Saint-Mathieu, Québec, c'est loin, c'est des frais. Tu n'as jamais fait, tu connais rien là-dedans. Tu n'as pas envie de te plonger là-dedans, tu es dans l'inconnu. C'est une des raisons pourquoi on veut faire ça. Puis on parle d'inconnu, il y a de quoi de réconfortant de faire ça ici parce qu'on connaît un peu plus le parcours, on connaît les gens, on connaît tout ça. C'est moins intimidant, puis aussi, c'est accueillant. C'est accueillant comme endroit, c'est agréable de venir se lancer là-dedans, se lancer dans l'eau, puis se mouiller, mettons. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez décidé de faire ça au lac Amqui en particulier? Oui, ben entre autres, surtout la partie haut, la plage, l'accès sécuritaire, et puis la route. On évite d'aller sur la 132, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ouais. Ici, on a une belle petite route tranquille, l'asphalte est belle, la municipalité nous aide beaucoup dans notre projet. Ouais. Puis le camping aussi est un autre atout. On a les campeurs. C'est un bel endroit, un beau coin tranquille, puis le beau paysage. Puis le Amqui, personnellement, c'est intéressant. J'ai grandi quand même ici. Puis on est vraiment entouré de montagnes, de champs, de forêts. Puis c'est un beau petit coin tranquille. L'eau est belle. Marquita le disait, on dirait que l'eau est douce. Quand tu nages dans le lac, il y a de quoi de spécial. C'est agréable. Ouais. Est-ce que l'événement s'adresse vraiment plus aux athlètes expérimentés ou vraiment à tout le monde? En fait, non. On veut mettre l'accent sur le volet accessible du triathlon. On offre la gratuité cette année de l'événement parce que on veut que ça soit accessible aux gens puis que les gens n'aient pas peur de s'engager, peu importe leur préparation, leur âge, puis qu'est-ce qu'ils font comme discipline. Tu fais juste une discipline, tu peux le faire. Puis moi-même, honnêtement, je regarde ça puis je me dis, crime, je n'ai pas fait depuis 6 ans. Puis c'est ce qui me donnerait le goût de recommencer. Je pense que... Oui, exactement. On veut vraiment initiation, découverte. On veut un événement familial. On a full d'épreuves pour tout le monde. Les gens peuvent s'inscrire à toutes ces épreuves-là. Même si tu connais rien à ça, c'est pour ça qu'on fait ça, pour le faire découvrir, le montrer. D'ailleurs, je donne des petites cliniques pour ceux qui sont intéressés à apprendre et savoir comment se préparer. On a certaines dates sur ces cliniques-là. C'est toujours tout ça, c'est pour initier, puis surtout les enfants aussi. Là. De 4 ans à 12 ans, les enfants, ils vont avoir les petites épreuves avec leurs propres distances. Okay. Fait qu'on veut initier les nouveaux, surtout, c'est notre but principal, les débutants. C'est loin d'être une compétition, il ne faut pas appeler ça une compétition, c'est un événement récréatif, festif, puis... c'est ça, on veut faire des... On vise vraiment la formule familiale. Oui, absolument. C'est le but principal, c'est ça. Okay. Puis tu le mentionnais, Lynn, un triathlon, c'est un défi personnel. Oui, c'est vrai. Ouais, tu cours pas contre les autres, c'est juste pour toi-même. Ton objectif, souvent, c'est d'arriver à la fin, peu importe, en marchant, en courant, mais surtout avec le sourire. Ça va ressembler un peu à quoi, le parcours? Le parcours, la nage, tu vois, exactement ici, la petite pointe, la petite baie. Pour les enfants, ça va être au bord de l'eau. Ils vont avoir de l'eau à peine aux genoux. Ils peuvent nager, même courir dans l'eau. Les adultes, on va faire un petit rectangle sur un circuit 375 pour faire une boucle ou 2 boucles. Puis la partie vélo va être sur la 195 avec le chemin du tour du lac Amqui, mais on ne fait pas le tour du lac complètement. Okay. Ça va être un aller-retour de 5 km. Okay. Puis la partie course, ça va être... on a une belle petite piste cyclable qu'ils ont ici dans le village du lac Amqui, qui est bien déjà balisé. Ça, c'est un gros plus qu'on a. Fait que la partie course va être là aussi. OK. Puis, donc les distances, on parle quand même de courtes distances. Les distances, c'est pas des distances ultra longues, comme qu'on en parlait pour les jeunes. Ça passe de quelques dizaines, centaines de mètres à
quand on va plus vieux, mettons dans le sprint, on va jusqu'à, mettons, 20 km de vélo, on va jusqu'à 5 km de course, puis la nage, ça va jusqu'à 750 mètres. Fait qu'il y a moyen de se lancer un beau défi personnel, mais il y a moyen de se lancer avec plus ou moins de préparation quand même. Est-ce que les gens peuvent faire ça aussi en équipe? Ils peuvent faire juste une partie du triathlon? Oui. Comment ça peut fonctionner? Oui, justement, c'est pour ça que c'est accessible. Tu veux le faire en équipe, tu veux juste nager, tu nages. Tu as un chum ou une chum qui va pédaler, l'autre va courir. Tu peux même faire partir d'une équipe avec 2 personnes seulement. Il y en a une des personnes qui va faire 2, soit le vélo, la course, etc. Okay. Fait que tout est possible pour ça. Il y a le duathlon aussi, qui n'est pas un triathlon, mais qui fait partie maintenant des événements triathlon. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas nager. Parce que nager, on s'entend, c'est souvent la bête noire à tout le monde. Là. Fait que je ne veux pas nager, c'est parfait, je vais courir, je vais embarquer sur mon vélo, puis je vais finir ma journée avec une autre course. Fait que ça, c'est le duathlon. Oui, OK. Est-ce qu'il va y avoir des bénévoles, des signaleurs sur le parcours, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi? Oui, on a besoin de bénévoles, c'est sûr. En fait, Lynn en parlait tantôt, la sécurité est primordiale. Juste dans l'eau, on va en avoir quand même plusieurs bénévoles. On va compter sur des partenaires locaux. Puis c'était ça notre but premier, la sécurité, puis de faire avec des partenaires locaux. Okay. Puis les bénévoles, jusqu'à présent, on en a déjà plusieurs, et plusieurs commanditaires aussi. Okay. Oui. Puis j'imagine que vu que les parcours sont pas extrêmement longs pour le vélo, c'est pas besoin d'avoir un méga vélo de route super. Tous les vélos sont acceptés, le vélo touriste, vélo de montagne. Ouais. La seule chose qu'on demande, c'est que le vélo soit un peu en ordre à l'arrivée, là. Ouais. Mais t'as pas besoin d'un vélo triathlon, loin de là. C'est que l'équipement garde un vélo de base, une paire de souliers pour courir, un maillot de bain, puis la base est là. C'est bon. Aussi, comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire au Triumquis? On s'inscrit via la page Facebook Les Courants de l'Est. Après ça, on a mis plusieurs publicités pour le Triumquis. On a une adresse courriel. Les gens s'inscrivent via l'adresse courriel. On a un document à remplir. Puis la date limite est le 6, c'est-tu ça? Mercredi, le 8 à minuit, dans date limite. Présentement, ça va très bien. On est rendu à 57-58 inscriptions. Puis j'en connais plein qui vont s'inscrire à la dernière semaine parce qu'ils sont en réflexion. Okay. Puis ils ne savent pas encore dans quoi ils s'embarquent. C'est pour ça qu'on les informe. Parfait. Est-ce qu'il y a aussi des prix, des médailles, des choses comme ça, ou c'est vraiment plus... En fait, on est présentement justement à la recherche de partenaires qui donnent des petits chèques cadeaux, tout ça. Donc, on en a quand même déjà quelques-uns. Puis, on continue nos recherches pour pouvoir offrir des petites récompenses aux bons participants à la fin de l'événement. Puis, pour les médailles... Pour les médailles, il va y avoir des médailles cette année pour les enfants. OK. Ça va être vraiment... pour leur donner goût un petit peu. Oui, ça, un petit modèle. L'année prochaine, on a des bonnes idées, là, mais là, on manque de temps. Ça fait que, oui, pour les enfants. Puis comme Maxime dit, des prix, ça va être sous forme de tirage, prix de présence. Puis c'est ça. Okay. Puis là, pour la journée, est-ce que vous avez une idée de l'horaire? Il va y avoir de l'animation, des choses comme ça? Pour l'horaire, on s'entend que c'est dimanche le 12 juillet. Ouais. Le premier départ pour les enfants va de 9h à 10h. À 10h15, toutes les autres disciplines vont suivre par la suite. Okay. Fait que les gens, il faut qu'ils arrivent tôt. Tous les triathlons, il faut arriver près. C'est quand même un peu d'installation pour la zone de transition. Fait que les gens vont arriver entre 7 et 9. Idéalement que les gens soient déjà arrivés à 9h. Okay. Puis à 8h, l'accueil, la remise des dossards, le marquage qu'on appelle pour numéroter nos participants. Vont être entre 8 et 9h15 de mémoire. OK. Parfait. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements de la part des Courants de l'Est? Peut-être les années prochaines. Okay. Écoute, c'est le fun à organiser. Puis, là, c'est votre premier événement. Là. Exactement. Oui. C'est le premier événement. Exact, c'est ça. On se garoche, comme on dit. Là. Ouais. Bon, on espère qu'il y ait une deuxième édition. Ouais. Puis, nous, notre comité, on est 4 qui auraient bien aimé participer. Cette année, on va se sacrifier. Fait qu'ils cherchent l'année prochaine, on aimerait bien essayer cet événement-là. On n'est pas rendu là, mais oui, c'est en réflexion parce qu'on aimerait ça être sanctionné peut-être par la fédération, qui est un gros accompagnement différent, qui fait que ça nous soulagerait de beaucoup de tâches. Puis, pour la sécurité, les routes, toutes les démarches qu'on a à faire, ça nous simplifierait un peu les choses. Mais c'est dans un de nos objectifs possibles, mais toujours en restant amical, récréatif. On cherche pas à aller chercher les gros coureurs et les athlètes à l'extérieur. Là. Okay. Fait que oui, il y a moyen que ça se refasse. On l'espère. C'est bon.
J'imagine qu'il y a des règlements sécuritaires respectés aussi pendant le triathlon. Oui, bien, un vrai triathlon fédéré, il y a des règles très strictes à respecter. Nous, cette année, c'est pas ça qu'on cherche, au contraire. Fait que les règles vont être très assouplies. Exemple pour la nage, qui est pour moi quand même assez important. Normalement, tu n'as pas le droit de nager avec une bouée. Fait que cette année, tous les nageurs qui sont à l'aise avec la bouée, ils auront le droit à la bouée. Les wets sont permis, peu importe la température de l'eau. Fait que c'est surtout ça. Puis en même temps, pour la natation, la fin de semaine du 4-5 juillet, le corridor de nage va être monté. Ça fait que les nageurs qui veulent se pratiquer en lac, parce que c'est important de venir nager en lac au moins une fois. Ouais. Surtout les nageurs qui sont habitués aux piscines, c'est loin d'être la même réalité. Okay. Ça fait que les gens peuvent venir se préparer pour la nage, entre autres. Puis ça va être beaucoup moins strict. Puis les erreurs qu'on fait, normalement, tu as des pénalités. Si en vélo, pour X raisons, bien, ça peut être expliqué, mais rien ne va être appliqué. Puis ils vont terminer avec un sourire, peu importe les erreurs faites ou pas. Et j'imagine aussi que cet événement-là, il y a beaucoup de partenaires pour vous aider avec l'organisation de cet événement-là. En effet, Carl, les partenaires sont essentiels. Puis présentement, pour le volet sécurité, on compte sur Location Nautique, qui est une compagnie d'ici, un jeune du Lac-Amqui, qui nous prête 2 Sea-Doo avec des gens expérimentés pour pouvoir assurer la sécurité sur le lac. Sinon, durant l'événement, on va avoir Maxime Amillot, photographe, qui va être là pour venir prendre des photos avec un autre photographe durant l'événement afin d'immortaliser ça. Puis on compte aussi sur divers partenaires comme le Sport Expert Amqui, le camping du Lac-Amqui, Royaume du Campeur, bien sûr, on est ici, municipalité du Lac-Amqui, puis les autres partenaires sont tous à venir, partenaires financiers présentiels, mettons. Ils vont être bien sûr, ils vont être mis de l'avant pour l'événement. Super, merci beaucoup. Merci, Carl. Bienvenue, c'est bien gentil d'être venu. Dans cet agenda culturel, on vous propose les activités qui sont à venir d'ici notre retour à notre programmation régulière d'Info.tvc en septembre. Du 2 au 4 juillet, Lac au Saumon vibrera au son de la fête des guitares. Le jeudi 2 juillet, la soirée mettra en vedette Sale Barbe à 20h, Qui m'a recru à 22h, puis un DJ à minuit. Le vendredi 3 juillet, la programmation débutera avec CCR à 18h30, suivi de Marie-Mé à 20h, des Pornflakes en formule spéciale rock à 22h, puis d'un DJ à minuit. Le samedi 4 juillet, le LT Country Band montera sur scène à 20h, suivi d'Irvin Blais à 22h et d'un DJ à minuit. L'événement se déroule au Parc du Centenaire. Du 9 au 11 juillet, l'humour sera à l'honneur à Amqui avec le festival à Amqui. Le jeudi 9 juillet, la tournée des finissants et finissantes de l'École nationale de l'humour sera présentée à la microbrasserie La Captive. Le vendredi 10 juillet, au Club des 50 ans et plus, Marc-Antoine Lévesque animera une soirée avec Laurie Théroux, Mathieu Bougie et Charles-Antoine Desgranges. Le samedi 11 juillet, toujours au Club des 50 ans et plus, il animera une autre soirée avec Olivier Picard, Jade Gagné-Lavoie et Anthony Rémillard. Le 16 juillet, le Matamaja proposera son souper bénéfice annuel au musée. Le repas 4 services sera présenté en collaboration avec la fille du pêcheur. La soirée se poursuivra à 20h sur la terrasse avec un concert gratuit du groupe local Les Tapageurs. Du 23 au 26 juillet, Cozapscal accueillera la 27e édition de Fort Cozap au parc de la Pointe. Inspiré de l'univers de Fort Boyard, l'événement transforme Cozapscal en immense terrain de jeu avec des équipes qui doivent relever différentes épreuves. En soirée, plusieurs spectacles sont prévus sous le chapiteau. Le jeudi, on retrouvera Air Nation et Alcoolica. Le vendredi, Phil Lauzon et Francis de Grandpré seront de la partie. Le samedi, ce sera au tour de Classe moyenne et Alter Ego. Le dimanche, Lendemain de veille viendra conclure la programmation musicale.
Du 26 juillet au 2 août, Saint-Vianney célébrera son 100e anniversaire. La programmation complète est à surveiller auprès de l'organisation, mais on sait déjà que les activités comprendront des spectacles en soirée, des compétitions, les activités théâtrales et des rassemblements autour de l'histoire de la municipalité. Le 1er août à 22h, le groupe Noir Silence sera notamment en spectacle sous le chapiteau. Le 8 août, les amateurs de musique lourde auront rendez-vous au parc Pierre et Maurice Gagné pour Metal Agora. L'édition 2026 présentera Sandvice, Paradise, Blackguard, Troll War, Last Dance Among Wolves, Noor, Le Baron, Drowning in Blood, Mechanics, hommage à Megadeth, ainsi que Beer Dance, hommage à System of a Down. Du 13 au 16 août, Saint-Tarcisius soulignera à son tour son 100e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues, dont jeux gonflables, feux d'artifice, chasse au trésor pour les enfants, un concours de tartes, une exposition d'artisans, une course de boîtes à savon et une parade du 100e. Côté spectacle, Manuel Castillo et la grand-messe hommage aux Cowboys fringants seront présentés le 14 août. Le 15 août, l'humoriste JF Otis et le groupe Alter Ego Experience seront de la programmation. Les soirées se termineront avec DJ Pop. Le 22 août, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition de voitures anciennes de 9h à 16h dans une ambiance familiale. L'activité mettra en valeur des véhicules d'époque, notamment des voitures associées aux grandes années des camps de pêche, et la visite du musée sera gratuite pour l'occasion. Le 27 août, La Captive recevra une soirée métal avec un Abstract Illusion, The Anchoret, Omnivide et Void Chaser. Il s'agira de la première performance nord-américaine du groupe suédois An Abstract Illusion dans le cadre de leur tournée de Sleeping Cities Tour. Le 30 août, retour au Matamaja avec une conférence de Pierre Lahoud sur l'histoire des camps de pêche du Québec. L'activité aura lieu à 13h au bistrot Matamaja et permettra d'en apprendre davantage sur ces lieux qui occupent une place importante dans le patrimoine québécois. Finalement, juste avant la fête du travail, Valbriand accueillera le Festival Frolic du 3 au 6 septembre. La programmation musicale annoncée se concentre surtout autour des soirées du 3 au 5 septembre. Le jeudi 3 septembre sera consacré aux hommages country avec The Babysitters and the Drunk Uncle, le LT Country Band et Tendance Alcoolique. Le vendredi 4 septembre aura des couleurs acadiennes avec Bart Henson, Hurt Leblanc et The Black Sheep. Le samedi 5 septembre, la grande soirée country mettra en vedette Stéphane Cyr, Francis de Grandpré et Les Cousins. Les activités de jour et la programmation du dimanche doivent être dévoilées plus tard. Bref, l'été s'annonce bien rempli dans la Matapédia avec de l'humour, de la musique, du sport, du patrimoine et des activités familiales. Plusieurs grands rassemblements dans nos municipalités. Les gens sont invités à vérifier les détails auprès des organisations ou de leur municipalité avant de se déplacer puisque certaines activités peuvent être modifiées ou précisées au cours des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite un bel été. C'est tout pour cette première émission de TVC l'été du 3 juillet. Merci d'avoir été parmi nous et on se revoit dans 2 semaines, le 17 juillet, pour une autre émission. Salutations!